Vol domestique en Côte d'Ivoire, les choses se précisent. Air Côte d'Ivoire vient de réceptionner un des deux bombardiers fabriqués par une compagnie canadienne. L'organisation non gouvernementale SOS Petit Enfant sensibilise les populations au respect des droits et devoirs des personnes. L'étape de la commune d'Abobo dans cette édition. Le Burkina Faso s'achemine vers une transition démocratique. Les travaux sur le projet d'une charte de la transition se sont déroulés hier à Ouagadougou. Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition de la mi-journée. On commence par la voie aérienne. Vol domestique en Côte d'Ivoire, les choses se précisent. Air Côte d'Ivoire vient de réceptionner un des deux bombardiers fabriqués par une compagnie canadienne. Un avion de 67 places. Un deuxième avion est attendu ce soir. Air Ivoire procédera à son premier vol inaugural domestique à destination de Korogo, la capitale du Poro, le 15 novembre prochain. Les billets sont en tarif promotionnel. Francis Boifou. À partir du 15 novembre prochain, il sera possible d'aller à Korogo, Bouaké et San Pedro par voie aérienne, sans escale et en moins d'une heure, dans un avion neuf. Cet avion a la particularité, puisque c'est un turboprop à hélice, mais justement de nouvelle génération, qui va beaucoup plus vite que les anciens avions à hélice. Et si on est sur des destinations courtes, on peut économiser du carburant, économiser de brûler trop de kérosène et ainsi faire une contribution notable pour l'environnement. Le bombardier Q400 Nesquigène, fabriqué par un opérateur canadien, a été acheté par l'État ivoirien à hauteur de 11,5 milliards de francs CFA. Pour les premiers vols, les tarifs promotionnels sont connus. On a des tarifs promotionnels, pas sur tous les vols, mais au début, certainement sur chaque tronçon et chaque destination, des prix qui varient entre 45 à 65 000 francs CFA aller-retour hors taxe. Le gouvernement accordera une subvention pour que les prix soient abordables pour les Ivoiriens. En plus de Korogo, Bouaké et San Pedro, il est prévu des vols à destination des villes de Mans, Odiéné, Bouna et Bondoukou. Et cela dans le cadre de la promotion du transport aérien national. Toute chose qui contribue au développement de l'économie, à la promotion du tourisme et à la lutte contre le chômage. On poursuit avec cette action sociale dans le domaine de la santé. La Fédération des handicapés physiques et accidentés de travail a réceptionné un important don de matériel orthopédique. Avec ses fauteuils roulants, ses béquilles et ses cannes anglaises, 25 personnes pourront bénéficier d'une certaine autonomie et cela grâce à l'église Rivers of Eden Ministry. Se déplacer aisément et vaquer personnellement à certaines occupations, une équation bien difficile à résoudre pour les personnes handicapées. La mobilité demeure la préoccupation majeure pour ces personnes déjà fragilisées. Ce n'est pas facile pour les personnes handicapées. Le matériel orthopédique est très cher et n'est pas à la portée de n'importe qui. Grâce à des structures dont l'église River of Eden, 25 personnes handicapées reçoivent du matériel orthopédique, des fauteuils roulants, des béquilles et des cannes anglaises pour donner une autonomie à ces personnes. Un homme qui passe sur la vie, qui est tout le temps à la maison, c'est pas bien. Chaque fois il faut se envoyer quelqu'un, les petits besoins, c'est difficile. Avec ce fauteuil roulant, ça me permet au moins de faire un petit déplacement. Les petites commissions, d'envoyer l'homme, moi je préfère aller me défouler pour faire mes propres affaires moi-même. Ça va me permettre d'évacuer à mes occupations sans vraiment avoir un handicap comme un poids. Nous devons aller travailler. La mendicité, c'est révolu pour les personnes handicapées. Ce matériel vient leur donner un nouveau souffle de vie parce que ça va leur permettre de sortir de leur maison. Ça va leur permettre d'aller à l'hôpital, d'aller au travail. Les personnes handicapées de plus en plus soutenues, plusieurs actions sont élaborées pour améliorer leurs conditions de vie. Elles ont déjà bénéficié de la part des autorités ivoiriennes l'augmentation de leur subvention annuelle, passée de 9 à 50 millions de francs CFA, la mise à disposition d'un véhicule de liaison et la question du recrutement à la fonction publique est en voie de résolution. On parle de la cohésion sociale. L'organisation non gouvernementale SOS Petit Enfant sensibilise les populations au respect des droits et devoirs des personnes. La campagne de sensibilisation s'est déroulée dans la commune d'Abobo, une cérémonie placée sous le sceau de la réconciliation. De violence dans les comportements de la jeunesse,
maltraitance des femmes et des enfants sont entre autres sujets abordés à cette rencontre initiée par l'ONG SOS Petite Enfance. Cash et débat sont les supports mis en valeur pour sensibiliser les jeunes de la commune d'Abobo et leurs parents. La déviation dans le comportement de la jeunesse, la maltraitance des femmes et des enfants, des comportements dus à l'ignorance des droits de l'homme selon l'ONG SOS Petite Enfance. On voit que Abobo, c'est une commune qui est stigmatisée et on lui colle toutes sortes de stéréotypes tels que la guerre, la violence, et ça. Mais quand on a analysé, on a trouvé que tout ça là, c'est dû à la méconnaissance des droits de l'homme. Et on voit que si les gens respectaient les droits, on n'allait pas avoir tous ces problèmes-là. L'initiative de l'ONG SOS Petite Enfance bénéficie du soutien financier de l'ONG italienne Avesti, spécialisée dans les activités visant à assurer le bien-être des populations. Du projet 3O3, qui est un projet cofinancé par l'Union européenne ici à Bobo. Nous cherchons de contribuer à la pacification de la commune d'Abobo. Le message véhiculé par SOS Petite Enfance est bien perçu par les habitants de cette commune. Le monsieur a maltraité sa femme parce qu'il ne connaît pas le droit de la femme. Bon, je pense que c'est l'ignorance. Et pour pallier à ça, nous devons vraiment sensibiliser dans les foyers. J'ai retenu qu'il ne faut pas maltraiter les enfants que nous avons à la maison. Prendre tous ces enfants qu'on nous confie comme nos propres enfants. Désormais, avec l'ONG Avesti et ses partenaires, les 22 quartiers d'Abobo répartis en 7 zones seront visités par de telles campagnes afin de donner une image positive à la commune la plus peuplée du district d'Abidjan. On parle littérature à présent avec le prix Ivoire 2014. La lauréate est marocaine. Baha Trabelsi remporte le prix avec son roman Par les mois d'amour. La mention spéciale du jury, elle, a été attribuée à l'ivoirienne Atita Ino pour son ouvrage Le Grand Masque à Manti. La cérémonie récompensant le meilleur écrivain pour la littérature africaine d'expression francophone s'est déroulée vendredi à l'hôtel du Golfe à Abidjan, une initiative de l'association Aquabaculture. Serge Coléa. Par les mois d'amour, ce recueil de nouvelles de 124 pages, paru aux éditions La Croisée des Chemins, place Baha Trabelsi sur la première marche du podium. La Marocaine devient ainsi la lauréate du prix Ivoire 2014 de la littérature africaine d'expression francophone. C'est un recueil de nouvelles qui, comme son titre l'indique, essaye de parler d'amour, mais de mille et une façons, à travers une palette d'histoires. Je me mets dans la peau tour à tour d'un homme, d'une femme, et en essayant de raconter les affres de la passion. L'écrivaine marocaine a été saluée par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui a marqué son intérêt pour le prix Ivoire et son admiration pour les écrivains. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandaman, a dit sa satisfaction aux initiateurs de cette plateforme qui rend hommage aux livres et à ses auteurs. La lauréate du prix Ivoire 2014 a reçu des partenaires de l'association Aquabaculture 2 500 000 francs CFA en espèces et des lots en nature. Le prix spécial d'encouragement du jury est revenu à l'ivoirienne Atita Ino avec son roman Le Grand Masque à Manti. Avec cette 7e édition, Isabelle Kassifofana, présidente de l'association Aquabaculture, entend continuer d'enraciner le prix Ivoire sur le continent afin de contribuer à l'éclosion de talents et de belles œuvres littéraires. Hors de chez nous, en image, au Burkina Faso, l'on s'achemine vers une transition démocratique. Hier, les responsables de l'opposition et de la société civile, ainsi que des chefs religieux et traditionnels, en plus de l'armée, ont planché sur un avant-projet de charte de la transition. Objectif, établir les critères de nomination par consensus d'une personnalité civile à la tête de la transition, qui s'effectuera jusqu'en novembre 2015, date à laquelle se tiendront les élections présidentielles et législatives. La charte devrait être connue ce dimanche. On s'intéresse à présent à la collecte et à la revente de billets de banque usagés. Au Cameroun, la pratique est devenue une activité lucrative. Sur les marchés de Douala, la scène n'a rien d'inhabituel. Une commerçante qui refuse un billet trop abîmé. Le billet déchiré, c'est trop déchiré. Je vais payer quelque chose avant de prendre. Ça va finir dans mes poches. Casque sur la tête et sifflet pour annoncer son passage. Antoine Taillou a flairé le bon filon. Les billets usagés, cet étudiant les rachète moins cher que leur valeur faciale, puis direction la banque centrale où il les échange contre des coupures neuves.
La différence va dans sa poche. C'est grâce à ça que je paye mes études, c'est grâce à ça que je paye mon loyer, la quittance, tout. Donc je mange grâce à ça, donc c'est un métier que je respecte beaucoup. L'étudiant y trouve son compte, ses clients aussi. Fini les petites coupures refusées dans les magasins et les banques commerciales. Le billet a déjà fait 3 mois dans ma poche. Et je ne savais pas comment je pouvais faire avec ça. Comme je lui ai vu, j'ai présenté, il m'a donné 700 francs, ça doit m'aider. Ils sont nombreux à s'être lancés dans leur achat des billets mutilés, comme on les appelle au Cameroun. Mais le risque, c'est de tomber sur de fausses coupures. Antoine Taillou a ses trucs pour les détecter. Quand tu prends la ficelle, tu mords. Si tu trouves la ficelle, sache que c'est un bon billet. Si tu ne trouves pas la ficelle, sache que c'est un billet truqué. Le business des billets mutilés a de beaux jours devant lui au Cameroun, dans un pays où la majorité de la population n'a ni compte bancaire, ni porte-monnaie. Un mot de football en bref, le Maroc persiste et signe pas de CAN 2015 sur son territoire en raison de l'épidémie d'Ebola. La Confédération africaine avait refusé la demande de report de la compétition faite par le Maroc. Le Royaume avait cependant jusqu'au 8 novembre pour faire connaître sa décision finale. C'est fait. Le Maroc dit niet, la Coupe d'Afrique des Nations n'aura pas lieu sur son territoire en janvier 2015. Week-end de commémoration en Allemagne, joie et recueillement pour les 25 ans de la chute du mur de Berlin. Cette frontière entre les deux Allemagnes durant 45 ans faisait 1400 km d'acier et de béton. Le rideau de fer passait au milieu d'un village, Moldarut, ou appelé encore Petit Berlin, 23 ans avec un mur en son milieu. Les populations de ce village se souviennent. On l'appelait Little Berlin, le Petit Berlin. Depuis des siècles, c'est un ruisseau qui sépare ce village de 50 habitants en deux parties. L'une appartient à la région de la Thuringe et l'autre à la Bavière. En 1949, cette frontière naturelle devient géopolitique. Elle marque la séparation entre la République fédérale d'Allemagne à l'ouest et la République démocratique allemande à l'est. Les habitants peuvent toujours passer d'un côté à l'autre et certains décident même de ne jamais revenir. Pour empêcher ces fuites, les autorités soviétiques choisissent donc une solution radicale. En 1952, à Mödlareuth, on a construit une palissade sur 300 mètres le long du ruisseau. Et c'est à partir de ce jour-là qu'on ne pouvait plus passer d'un côté à l'autre. Une palissade jugée insuffisante qui sera transformée en mur de béton de 700 mètres de long en 1966. Surveillé jour et nuit, il est même interdit de se saluer. Et comme à Berlin, les familles sont déchirées. 23 ans plus tard, le 10 novembre 1989, la rumeur court que le mur de la capitale allemande est tombé dans la nuit. Mais les habitants devront attendre 4 semaines de plus avant que ne s'ouvre leur mur de la honte. À cette époque, Arnold Friedrich est le maire du côté ouest et un interlocuteur de choix pour tous les médias étrangers. La dernière question des interviews était toujours « Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?» Et je répondais « J'aimerais boire une bière de l'autre côté. » Et en décembre, c'est devenu réalité. Aujourd'hui, Mödlareuth a retrouvé sa tranquillité, mais garde encore un bout de son malheur dans un musée à ciel ouvert que visitent 70 000 personnes chaque année. Personnellement, je trouve ça très bien qu'on conserve ce terrain, pour le monde de demain, pour réaliser quelle injustice c'était. En décembre, Mödlareuth célébrera à son tour sa propre réunification, plus discrètement, mais avec tout autant d'émotion. En bref, pour terminer, on évoque ces manifestations violentes au Mexique après l'annonce du massacre probable hier de 43 étudiants enlevés il y a plus d'un mois. Ce matin, le palais présidentiel a été incendié, des voitures saccagées. Les autorités mexicaines hier ont révélé les confessions des tueurs présumés. Fin de cette édition, excellente après-midi.